Eh bien voilà, donc si tout se passe bien, on est parti sur notre troisième émission de, on va dire, sur le questionnement qui a été suscité par l'irruption de nos amis sceptiques et zététiciens de tout poil. Dans cette troisième partie, on va traiter un petit peu plus avant de questions qui vont peut-être un petit peu gavantes pour certains, mais il faut passer par là, c'est sur cette notion quand même de preuve, et je crois que on va avoir pas mal de choses à évoquer. Je voudrais auparavant vous montrer cet article que j'aime bien. Je vous recommande ce site, je le trouve franchement bien foutu. Ça s'appelle Science Critique. Et il y a cet article qui date déjà du mois de février, mais que j'avais malheureusement laissé passer. Je ne doute pas, donc je ne pense pas. Je pense que c'est très bien expliqué. Le préambule, la science ne peut retrouver son sens profond que dans la régénération du doute. Le moment du scepticisme revient en même temps que celui du pluralisme scientifique. L'ère des experts triomphants, fossoyeurs de la pensée, doit céder la place au retour d'un véritable humanisme. Et l'auteur qui est très bien de conclure ici, voilà, rappeler l'importance du débat sur la méthode scientifique, ou quelques étapes, bon bien sûr, Claude Bernard, la démarche expérimentale, ou Karl Popper, la méthode critique. Le fait d'émettre des hypothèses ne conduit-il pas à des tautologies, la réponse découlant souvent de la question. Ne doit-on pas avant tout être sceptique suivant cela le cercle de Vienne? On est entièrement d'accord, n'est-ce pas? Vous voyez ici saint Thomas en train de mettre le doigt dans la plaie du Christ, et le Christ de lui dire cesse d'être incroyant et devient croyant. C'est très intéressant parce que là encore, vous voyez que malgré l'accumulation de preuves évidentes, on a des tournants d'esprit qui feront que le scepticisme en devient carrément une maladie. Je pense que aussi bien le doute que la foi, quelque part, doivent faire bon ménage, et l'un ne peut pas aller sans l'autre, bien sûr. Ceux qui ont que l'aspect sceptique, c'est une forme, je pense, de profond mal-être, et ceux qui n'ont que la foi, c'est une autre forme, je pense, de folie. Et l'auteur de dire ceci, mais depuis lors, la science et la technique se sont largement épousées. Technique, bien entendu, il faut quand même comprendre par technique industrie, parce que sans industrie, pas de technique, bien sûr. Il est permis de se demander si les moyens qui permettent la recherche ne sont pas trop souvent liés à la seule rentabilité des résultats souhaités. Or, cette dernière sera généralement appelée utilité, etc. Donc, je vous conseille vivement de vous propulser sur Science Critique. Je n'ai pas d'action chez eux et je n'ai pas de conflit d'intérêts. Voilà, ceci étant dit, on va parler dans notre émission 3 de ce qui était des preuves et du placebo. Et ça sera la fin de notre petit cycle en 3 morceaux de réponses aux sceptiques et salutations amicales à Monsieur Buisseret, parce que on a croisé quand même pas mal de zététiciens et de sceptiques dans ce sens, à mes yeux, pathologique du terme. Et Monsieur Buisseret, je trouve qu'il a vraiment l'avantage d'être au moins marrant, alors que les autres sont vraiment sinistres. Je pense qu'on peut se poser la question. Alors, pourquoi ces émissions, vous avez vu déjà dès la première, c'est que si vous allez sur le site, vous aurez vu qu'on a un charmant bipède sceptique qui n'a pas donné suite d'ailleurs à sa petite remarque qui pouvait au départ être intéressante. Et il s'est questionné sur le sens de l'harmonie et de la beauté. Et donc je pense que oui, il n'y a plus du tout la moindre limite. Ce sont des gens qui n'ont jamais découvert même l'eau tiède et qui ont peut-être réussi dans leur vie pour la plupart à acquérir la bipédie et qui vont nous donner des leçons de science. En l'occurrence, ce monsieur comptait aussi donner des leçons de science à monsieur Poincaré. Je trouve que c'est bien. Ce sont des gens qui ne doutent de rien. C'est quand même merveilleux. C'est pourquoi je me fais plaisir de repasser cette diapositive et vous faire comprendre à quel point c'est quelque chose qui est pour nous, homéopathes, au cœur de notre démarche. Parce que ne pas souffrir, comme dit Poincaré, c'est un idéal négatif et qui serait plus sûrement atteint par l'anéantissement du monde. Si nous voulons de plus en plus affranchir l'homme des soucis matériels, c'est pour qu'il puisse employer sa liberté reconquise à l'étude et la contemplation de la vérité. Comme il s'est fait baiser le pauvre Poincaré depuis son époque, vous mesurez, en fait, non, monsieur Poincaré, je suis désolé de vous dire, mais j'ai une admiration sans borne pour vous, mais vous voyez que vous êtes fait avoir. Je pense que vous avez dû vous tourner plusieurs fois dans votre tombe. Et en effet, notre liberté n'a jamais été reconquise, et surtout aujourd'hui, on est juste condamné à la fermer, surtout en ce qui concerne les homéopathes. Et donc l'harmonie, effectivement, c'est quelque chose de merveilleux parce que ne pas comprendre que la réalité objective prend un sens qui est au sens mathématique de la beauté, c'est n'avoir vraiment pas compris, je pense, la démarche scientifique. Je vous laisserai méditer sur Poincaré.
Alors, cette émission, on va voir pourquoi en fait l'homéopathie ne peut pas une seule minute s'expliquer par le placebo. Ben oui, on a quand même pas mal démonté de choses depuis les deux émissions précédentes, et je voudrais aujourd'hui juste déjà remercier Julien, qui est jeune diplômé de Planète Homéo et qui est même, je dirais, un de nos brillants élèves. Et c'est lui qui a fabriqué l'émission. C'est lui qui a, en tant que scientifique, pêché les études, commenté les dites études, etc. Parce que d'abord, je n'ai plus cette formation. On nous a sûrement appris ça au cours de notre cursus, mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement gavant pour ma part. Je m'excuse, en tant que médecin, viscéralement, je préfère le contact avec les malades plutôt qu'à faire des calculs dans des feuilles Excel. Et donc, c'est grâce à Julien que cette émission va pouvoir avoir lieu aujourd'hui. L'émission, comme je vous l'ai prévenu dès le départ, elle va être un peu plus technique, mais allez, je vais vous faire passer ça de manière marrante, ne vous inquiétez pas. Et ça sera, je pense, de toute façon très utile pour vous, à la fois pour voir, pour démonter les techniques de manipulation des sceptiques, et comprenez bien qu'il y a sceptique et sceptique. Moi, je suis le premier à me qualifier de sceptique, et je ne partage pas une seule minute les points de vue de ces messieurs sceptiques professionnels, on a failli dire. Professionnels au deux sens du terme, puisque c'est pas parce que vous n'avez rien découvert et que vous n'avez rien à dire que vous ne pouvez pas devenir sceptique. Il suffit de trouver le bon labo qui va vous financer, visiblement. Alors, la question initiale, c'est comment on peut explorer les effets d'un médicament? Comment savoir s'il agit, s'il n'agit pas? Bon. Eh bien, les essais cliniques randomisés en double aveugle, avec comparaison contre un placebo, ça s'appelle donc les RTC, c'est vraiment, je dirais, le moyen le plus habituel pour la médecine de masse afin d'évaluer l'effet ou pas, positif ou non, on va dire, d'une drogue contre quelque chose qu'on va se faire un plaisir de mesurer en l'occurrence. Donc l'idée c'est que on aime dans le processus, on va dire classique, industriel, et moi le premier dans le fond, je suis très ravi de savoir si un médicament agit ou pas sur une circonstance donnée, on va essayer de comparer deux populations, l'une à qui on va administrer le médicament, l'autre qui n'en va rien, mais on va faire ça en double aveugle, c'est-à-dire qu'on va tirer au sort. Il y a un ticket et puis tac, on va savoir si on vous donne le médicament à tester ou si c'est juste de la poudre blanche. Et celui qui prescrit lui-même ne sait pas s'il a prescrit, bien sûr, le placebo. Alors voici la définition exacte du RTC pour qu'il n'y ait pas de malentendu. L'expérience, d'abord, elle doit être répliquée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs patients qui reçoivent chacun soit le médicament qu'on se propose d'étudier, soit le placebo. Par exemple, du coup, il faudra faire donc deux cohortes, c'est-à-dire que sur 150 personnes, ben, il y en a 75 qui vont avoir du placebo et il y en a la moitié restante qui vont avoir le médicament. Le médicament doit être assigné aux patients de manière aléatoire, c'est-à-dire que c'est le hasard qui juge de savoir si c'est Pierre ou si c'est Paul et qu'est-ce qu'ils vont prendre, bien sûr. Le traitement lui-même est administré en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient, ni la personne qui administre le médicament ne doit savoir, de sorte qu'on ne puisse pas dire une seule minute qu'il y a un effet du praticien pour influencer le patient. Personne ne sait rien, donc nous sommes dans le plus pur. Sur le papier, on enlève tous les paramètres pour être certain de ne mesurer qu'une seule chose qui varie, la prise du médicament ou pas la prise du médicament. Et ensuite, on va faire une analyse statistique des résultats pour valider l'hypothèse, à savoir que si la moyenne dans les deux groupes est statistiquement égale ou non. Donc, bien sûr, si une fois qu'on a pris en compte les effets qui sont nommés confondants, qui sont dus à l'âge, au sexe, au niveau de vie, etc., l'hypothèse nulle, donc d'identité de la moyenne des deux groupes égale, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir faire des calculs statistiques qui valideront ou pas que le médicament a un effet actif ou non. Alors pour ça, on a une p-value, ça s'appelle, et on a des différents seuils de fiabilité suivant le traitement statistique. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, c'est des vieux souvenirs pour moi. Bon. Et donc, bien sûr, le but de la manœuvre, c'est quand même normalement de montrer que les patients qui ont reçu le médicament vont montrer en moyenne, encore on va moyenner tout ça, de meilleurs résultats quant à l'évolution de leurs symptômes par rapport à la moyenne du groupe placebo. Et donc on pourra techniquement dire de manière objective et scientifique que pour cet essai clinique, l'effet du médicament est supérieur à celui du placebo. Alors bien sûr, du coup, je pose tout de suite des questions j'ai mon petit diablotin qui arrive, pouf pouf.
La première question que je poserais, pour moi, c'est comment on fait pour avoir des lots de patients identiques? Parce que vous avez remarqué que moi, les statistiques, je suis le premier à dire que sur des bactéries, sur des électrons, sur des protons, aucun problème. Vous verrez que je n'ai jamais une seule fois dans ma carrière mis le moindre doute sur les statistiques qui sont sorties du CERN. D'ailleurs, c'est curieux, les zététiciens ne s'occupent pas de critiquer les travaux du CERN. Messieurs les zététiques, allez-y, je vous en prie, débunkez les zététiciens. On attend vos critiques sur la théorie du boson de Higgs, par exemple. J'ai pas cru dire grand monde là-dessus. Bon, plus sérieusement, pour en revenir au problème qui est celui de toute cette expérimentation, et qui est vrai d'ailleurs en tout lieu du globe, c'est que est-ce qu'on peut vraiment partir du principe qu'on va tout lisser statistiquement pour faire que sur ces deux cohortes de personnes, on puisse réduire la différence entre ces deux cohortes au fait que l'une prend du placebo et l'autre prend le médicament. En d'autres termes, est-ce qu'on est capable de gommer complètement toutes les disparités individuelles? Voilà vraiment ici quelque chose qui est au cœur du problème. Pour moi, la réponse, elle est évidemment non. Je pense que, bien sûr, dans de grandes limites, on peut facilement voir l'effet de puissants toxiques, par exemple. Je songeais à expérimenter le cyanure, par exemple. Mais ça va être de plus en plus difficile de pouvoir clairement avoir des lots de patients réellement identiques pour pouvoir réellement être certain que soit c'était le placebo, soit c'était le médicament. En plus, il faut quand même imaginer qu'il y a des patients qui consultent, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois, sans le faire savoir à leur médecin, des médecins homéopathes, et du coup, tout ce jeu subtil est assez faussé aussi. Le problème étant que cette démarche de tester une substance pour un symptôme est une démarche purement allopathique, et pour tout dire purement industrielle. La question, c'est qu'au cas où vous regarderiez autour de vous, vous allez vous rendre compte d'une évidence, c'est qu'il n'y a pas deux personnes semblables, et que si vous voulez bien regarder un tout petit peu de plus près, vous allez vous rendre compte que jamais personne n'est tombé malade de la même manière que le voisin. Et dans ces conditions, il est très difficile pour ma part de pouvoir faire des statistiques avec des choses qui sont toutes fondamentalement dissemblables. Autant je ne mets pas en doute, comme je le disais tout à l'heure, que deux électrons soient absolument indifférenciables l'un de l'autre, autant à mon problème, c'est que les malades, qui sont des unités très organisées, très complexes et qui vivent dans des conditions sociales, économiques complexes, je ne vois pas comment on peut arriver à faire des lots vraiment semblables, l'un placebo, l'autre médicament. C'est toute la difficulté, mais souvent c'est quelque chose qui est, à mon avis, pas assez souligné. Alors bien sûr, tout ceci pour vous dire qu'il y a une énorme différence entre une population, je dirais, statistique et une population biologique. Du fait que toutes ces physiologies différentes vont coexister, eh bien on va se retrouver au fait que quand on va prescrire en masse la drogue X à une catégorie de patients qui sont en fait tous avec des physiologies différentes, ça va amener à une catastrophe. Et c'est ce que vous observez. C'est-à-dire que même si on arrive à lisser deux cohortes, l'une médicament, l'autre placebo, il faut bien comprendre que le médicament dont on s'est acharné de mesurer les effets, ce médicament, il va provoquer lui-même tous ces effets suivant la résonance qu'il va avoir dans la physiologie où on le fait atterrir. Et c'est à cause de cela que jamais la médecine classique ne pourra arriver à infliger le médicament pour telle chose, parce que c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas, parce que chaque personne va se comporter différemment devant le médicament. Toutefois, dans le cadre d'une étude, je pense qu'on peut éventuellement arriver à partir du principe que les deux cohortes qu'on va examiner pourraient contenir tellement de personnes qu'on pourrait arriver à lisser les physiologies individuelles de chacune des personnes pour ne plus mesurer éventuellement que le seul effet de la substance qu'on se propose d'analyser. Je ne sais pas si vous voyez juste la subtilité que je veux ici souligner. Du coup, même si vous avez réussi à prouver qu'un médicament a une action ou pas, d'accord, vous avez validé quelque chose, mais la question d'après, c'est que est-ce que ce médicament réellement va pouvoir être indiqué pour traiter toutes les personnes qui souffrent de telle pathologie? La réponse est évidemment non, parce qu'il va y avoir infailliblement une interaction entre le médicament et la personne qui l'ingurgite. Ça sera l'objet d'une prochaine émission pour que vous compreniez quelles sont les bases de l'homéopathie, parce que ça repose justement sur cette simple observation que deux personnes ne vont pas du tout se comporter de la même manière face à la même drogue, parce que ces deux personnes ne fonctionnent pas avec la même physiologie.
Alors bien sûr, on a des grands points communs, hein. J'entends par là que vous respirez, vous buvez, le cœur tape, tout ça, pas de problème. Mais dès qu'on regarde en finesse, on se rend compte qu'il y a des myriades, en fait, de physiologies qui sont toutes différentes, et c'est là que, bien sûr, le bas blesse. Donc vous avez beau vous échiner à prouver des choses scientifiquement, c'est pas pour autant que la méthode elle-même est validée. Alors, les RTC sont mis en avant par de nombreux scientifiques ou organisations scientifiques comme étant la principale méthodologie pour tester l'efficacité d'un traitement, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, hein, homéopathique, zététique, ce que vous voudrez. Certains vont même jusqu'à affirmer de manière péremptoire, comme on les aime, et dogmatique, que c'est la seule et unique démarche scientifique qui soit valide en médecine. Vous savez qu'il faut quand même se décoltiner, ces messieurs les scientifiques. On n'est pas vraiment ici dans le niveau d'article que je viens de vous citer en entrée. On est vraiment avec des gens qui sont d'un orgueil, mais absolument incommensurable. C'est-à-dire que franchement, avant eux, les gars, personne n'avait fait de science, personne n'avait la moindre idée de la médecine. Et ça, c'est aussi une des réussites, si on se place d'un point de vue cynique, du système, de rendre les gens complètement amnésiques. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien. Tout ce qui compte, c'est le nouveau, c'est ce que nous venons de découvrir. Le reste, aucune valeur. Et tant pis si ce qu'on découvre aujourd'hui revient à totalement renier ce qu'on avait adulé il y a encore 5 à 10 ans. C'est ce qu'on appelle le progrès. C'est assez marrant de voir que ces mêmes substances qui vont être portées au nu, je veux dire, les statines par exemple, le cholestérol, on va casser le cholestérol. Le cholestérol, c'était lui qui nous rendait malades. Bientôt, on va peut-être apprendre que le cholestérol était responsable du vieillissement, je ne sais pas. Bref, et on continue de faire ingurgiter à des millions d'individus des statines dont on sait pertinemment qu'elles n'ont servi à rien, et puis maintenant on en est même à remettre en cause la théorie même du cholestérol qui était le dogme absolu de cette génération, on va dire. Ce qui est troublant donc, c'est que pour ce soi-disant résultat qui était à l'époque parfaitement validé scientifiquement, on se rend compte que tout s'écroule. Alors, je veux dire, il y a un problème. Quand Galilée a démontré quand même que, quelle que soit la masse, ça finit par arriver en bas à la même vitesse, je dis ça pour simplifier parce que tout le monde sait que c'est son prof Florentin qui avait démontré avant lui, mais c'est un autre problème. Et en attendant, ici, on n'a pas remis en cause les découvertes de Galilée, parce que ce sont des découvertes scientifiques. Ce que je veux dire, et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui tient réellement de la découverte scientifique, c'est quelque chose qui ne change plus. Et que cette caricature de progrès en médecine, ce n'est juste rien d'autre que le changement de mode pour passer d'une mode à la suivante. On a eu un zététicien, un manipulateur aussi, je m'excuse du pléonasme, mais sur le site, vous irez voir, il y avait un type qui est arrivé, il a été suivi de 17 likes immédiatement dans la foulée, et il demandait quels sont les progrès en médecine homéopathique, gna 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 gna. Alors, vous voyez, c'était une question très intéressante, parce que il y a eu, disait-il, des progrès en embryologie, en tout ce que vous voudrez, mais en homéopathie, quels sont les progrès? Et bien sûr, vous voyez ici que on est sur quelque chose qui représente ce que Thomas Kuhn appelle le changement de paradigme. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est juste habitué à voyager en charrette et qui va vous dire que pour faire de Paris à Lyon, il va lui falloir, je ne sais pas, mettons une semaine avec sa charrette. Et quand vous lui expliquez que, oui, par d'autres moyens, on peut y arriver en 1 heure, cette personne qui adhère à son moyen de transport en charrette ne peut juste même pas entendre que nous ne parlons plus de la même chose. Et là, c'est exactement le problème. C'est que pour ces messieurs, l'idée du progrès, c'est juste le changement. Pour nous, l'homéopathie, c'est que, enfin, pour une fois, on a enfin une science médicale, et donc elle n'a aucune raison de changer. Par contre, effectivement, bien sûr, on a du progrès constant dans une meilleure prescription, dans une meilleure connaissance des propriétés des médicaments, et dans les meilleurs résultats obtenus. Donc, les études que je vais vous proposer, grâce à notre ami Julien, sont au nombre de 7 qu'on va citer. Il y en a plein d'autres, mais vous nous excuserez. On ne peut pas décemment vous infliger tout ça. Je vous laisse le temps de les photographier. Enfin, ceux qui désireront les retrouver, on a exactement toutes les sources, comme ça, vous allez vous débrouiller avec ça. Et on va attaquer les études. Alors, premièrement, on est navré. Et là, je suis navré de contredire M. Buisseret dans sa splendide émission, qui m'a, je le répète, bien fait marrer, quand même, faut dire, ce qui est, eh bien oui, les études existent. Donc, vous voyez, cette manière de brutalement
arriver sur l'homéopathie en disant l'homéopathie, il n'y a rien qui existe. Ben non, justement. C'est quand même curieux, on ne doit peut-être pas utiliser le même Google, c'est peut-être ça, maintenant que j'y pense. Peut-être que je l'utilise mal ou eux mal, il doit y avoir un problème. Dès que vous cherchez, vous allez trouver des études qui vont démontrer, bien sûr, un effet probant de l'homéopathie. Alors ici, il faut quand même bien faire attention, une fois encore, à appeler les chats un chat. On vient de se rendre compte que, actuellement, le fabricant chinois d'un grand médicament générique, on avait un petit peu changé la recette, et puis finalement, on va se retrouver en rupture de stock parce que le produit utilisé est toxique. Et donc, l'idée encore est de savoir si on a bien le bon médicament et, d'une manière générale, la bonne méthode. C'est quand même la moindre des choses. Si vous désirez tester l'homéopathie, il va falloir quand même être fidèle au canon de l'homéopathie. Et donc là encore, pour en revenir aux trois non-conditions que posait M. Buisseret, il disait que l'homéopathie se réduit à la dilution, à la dynamisation et à l'individualisation. La première chose qu'on va citer, ça va être justement l'individualisation. C'est-à-dire que le médicament doit être prescrit suivant des critères stricts qui font que ce médicament seul pourra être choisi en fonction du tableau de symptômes présenté par le patient. Ça s'appelle de la science, on s'excuse, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas encore de moyens divinatoires. La deuxième façon de mal faire de l'homéopathie, bien sûr, c'est de prescrire 36 médicaments à la fois. C'est ce qui est malheureusement couramment pratiqué en France, notamment dans ce qu'on appelle le pluralisme, et on se retrouve dans des recettes dans lesquelles, Dieu sait, toutes les interférences qui peuvent avoir lieu, mais en tout cas, cela ne s'appelle pas non plus de l'homéopathie. Comme je vous l'avais défini dès la première émission, un médecin homéopathe, c'est quelqu'un qui a suivi, étudié proprement toutes les règles et les lois qui sont édictées dans l'organon. Alors, vous m'excuserez, là encore, je ne peux pas comparer l'organon et le Coran, par exemple. On est avec l'organon dans un système ouvert où, justement, l'homéopathie est, à la différence d'un système, une méthode. Quelle est la différence entre les deux ? Un système, c'est quand vous pouvez tout déduire d'une seule relation initiale. Par exemple, quand vous avez E égale mc carré, eh bien vous pouvez, à partir de là, déduire beaucoup de choses. C'est un système. Une méthode, elle va pouvoir être, on va dire, c'est un petit peu comme un bouquet de fleurs. Vous avez des fleurs de différentes espèces que vous allez pouvoir grouper ensemble pour faire votre bouquet particulier. Vous m'excuserez, j'aime bien Montaigne et je me permets de temps en temps de faire des petits clins d'œil à des maîtres à penser anciens. Et donc, dans ce bouquet de fleurs, les fleurs sont totalement indépendantes les unes des autres. Et c'est ce qui arrive avec l'homéopathie, même s'il y a une logique d'ensemble, eh bien, toute cette méthodologie, elle va être expliquée par Hahnemann au terme de 55 années d'expérimentation intensive. On doit se donner la peine, donc, d'étudier tout cela, et une fois que tout ceci est assimilé, alors on peut parler d'un homéopathe. Donc c'est pour ça que je précise très clairement le cadre de la méthodologie pour parler d'homéopathie. Parce que si demain, chacun de vous dit « Tiens, je vais faire une expérimentation, tiens, je vais donner arnica et voir si je me donne un coup de marteau », ça ne va pas vraiment s'appeler de l'homéopathie. Donc, les RCT qu'on va discuter, les RCT ont été publiés dans différentes revues scientifiques. Alors, quand même, avec des facteurs impact élevés, on appelle ça techniquement, ça veut dire en fait savoir si c'est une feuille de chou ou c'est l'élu, et pour le moins indépendant de l'homéopathie. Donc, il y a le BMJ, le British Medical Homeopathic, Chest, Rhumatology, PLOS ONE, qui est quand même très connu, l'European Journal Pediatrics, Pediatric Infectious Disease Journal, etc. Donc, tout ça, maintenant, vous le savez. Bien sûr, du coup, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur cette slide parce que je vous ai tout dit en même temps, vous ne pouvez plus aujourd'hui décemment entendre quelqu'un qui va exprimer son scepticisme et nous dire « il n'y a pas d'études ». Bien sûr qu'il y a des études. Donc s'il n'y a pas d'études, ça veut dire que soit il est de mauvaise foi parce qu'il sait qu'il y en a, il le nie, soit il est juste mal informé, ce qui n'empêche pas de l'ouvrir. Donc vous voyez un petit peu dans quel cas de figure nous nous situons. Le problème ici, d'ailleurs, est très grave parce que c'est un petit peu... Comment vous faire comprendre ? L'idée, c'est que dans les temps antiques, on partait du principe que les cieux étaient parfaits et donc immobiles et inchangeables. À partir du moment où quelque chose change dans les cieux, typiquement une étoile nouvelle apparaît, ça pose un énorme problème. Ça veut dire que tout le système, normalement, devrait être mis en cause. Et c'est ce qui s'est finalement passé. Parce qu'il fallait bien expliquer qu'une nova apparaisse dans le ciel. Ici, c'est pareil. Vous avez toute la critique contre l'homéopathie, mais
combien de petites mamans qui n'ont pas la moindre notion d'homéopathie donnent arnica à leur gamin qui s'est tapé et constatent immédiatement les effets de l'arnica? Combien de médecins qui n'ont jamais étudié l'homéopathie vont vous filer de l'arnica parce que vous êtes tapé? Et puis c'est vrai que ça fonctionne, on voit très, très nettement le bleu régresser. Dans mon jeune temps, quand j'étais aux urgences à Aix, je ne pouvais pas faire moins qu'une radio quand les enfants arrivaient avec le crâne tapé par terre. On donnait l'arnica, et le temps que les enfants remontent de la radiologie, le bleu avait quasiment disparu. Tous ces faits sont aussi nombreux qu'indiscutables. Eh bien, si juste l'arnica déjà fonctionne, ça veut bien dire que tout le système est à remettre en cause. Exactement comme la nova qui apparaît dans le ciel. Je vous prie de réfléchir à cette perspective. Comme je vous l'ai dit en entrée, et là encore c'est du déproge, tous les homéopathes ne sont pas des rigolos, le mien est sinistre. Je vous retournerai volontiers qu'avec ce que nous voyons sur le site, tous les zététiciens ne sont probablement pas sinistres, il y a quand même des mecs qui sont rigolos parmi eux. Alors on a une étude ici qui est dépression et ménopause. Elle n'est pas inintéressante parce que le médicament avait été pour une fois très bien fait. Donc c'est une recherche sur un médicament homéopathique individualisé dans la ménopause et donc vraiment dans un contexte particulier. Donc ma foi, c'était pas idiot comme recherche. Pour une fois, je ne râle pas, vous pouvez noter. Alors voilà les résultats. On s'excuse pour les résultats. Vous voyez que la courbe ici en bleu. Oups, est-ce que vous avez ma flèche? Voilà. La courbe en bleu ici, c'est celle du placebo. Voilà. Donc, on voit qu'il n'y a pas de résultat bien brillant par rapport il n'y a pas de résultat brillant par rapport à l'affection, je vais y arriver. Vous noterez quand même que initialement, toutes les personnes au démarrage ne font pas de très grosses différences dans leur changement des symptômes. Il faut apparemment combien, je ne sais plus, c'est 6 semaines pour qu'on ait un indice de dépression qui commence à devenir significatif. Voilà, je crois que c'est à partir du moment où elle a les barres. Vous noterez bien sûr que le traitement avec l'homéopathie est d'ailleurs meilleur comme résultat que la fluoxétine. Vous voyez que le placebo se retrouve là-haut, la fluoxétine au milieu, et en bas, on a un résultat avec un score encore plus bas avec l'homéopathie. Alors bien sûr, vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'accepter ces résultats. C'est publié dans une revue avec un contrôle par des pairs. Vous avez un résultat. Et on n'a pas vu ici de grand acharnement par nos amis sceptiques pour démonter l'étude. C'est curieux. Ces messieurs préfèrent beaucoup les généralités. Il n'y a pas d'études. Mais quand on commence à regarder des études, c'est plus ennuyeux à débunker, n'est-ce pas? Et la question ennuyeuse, c'est que, en d'autres termes, pour ce qui concerne l'homéopathie, on a le choix. Soit il n'y a pas d'études, soit les études qui ont un résultat favorable sont forcément fausses, n'est-ce pas? On a une autre étude que j'aime moins, qui est sur les sécrétions de la trachée. Alors, l'idée ici a été de donner du kalium bichromicum, c'est-à-dire du dichromate de potassium, pour clarifier, on va dire, les sécrétions de ces patients. Alors, je situe ça dans un contexte médical. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un hôpital et que vous avez typiquement ces personnes plus ou moins grabataires qui sont extrêmement encombrées dans les voies aériennes, elles ont droit à 1 fois par jour, peut-être 2 fois par jour, au kiné qui vient faire une aspiration pour essayer de vider un petit peu les glaires et améliorer, on va dire, le confort de ces malheureux. Donc dans ce cadre, je dirais, très limité, parce que le rôle du médecin, ce qu'on a juré de faire au mieux de nos connaissances, c'est de soigner et de guérir nos malades. Mais je comprends qu'au moins, dans ce cadre très limité, on puisse dire le raisonnement suivant, c'est que le kalium bichromicum est un médicament qui, dans son expérimentation, provoque des très importantes sécrétions muqueuses. En d'autres termes, pratiquement toute personne qui s'intoxique avec le kalium bichromicum va présenter des sécrétions de sa trachée, des sinus, etc. Donc l'idée derrière cette étude a été de dire on va se la jouer confortable, on va pouvoir un petit peu court-circuiter la notion essentielle d'individualisation pour prescrire du bichromate à tout le monde, de sorte qu'on va avoir un effet sur les glaires. Eh bien, le pari est réussi. C'est vous dire à quel point, franchement, la nature est très bonne avec nous. Personnellement, on m'aurait embringué dans cette étude, je leur aurais dit, mais monsieur, allez vous faire voir, je refuse. Et effectivement, vous pensez bien que kalium bichromicum est de très très loin pas le seul médicament capable de présenter des glaires plein la gorge et donc de les traiter.
En tout cas, le pari a été réussi et on s'est rendu compte que, d'une part, ces patients atteints d'insuffisance respiratoire étaient beaucoup moins abondants, les sécrétions, pardon, et la longueur du séjour 2 fois moins longue chez les patients qui avaient reçu Kalium micromicron. Donc, ici, c'est une étude que j'accepte parce qu'il faut faire faute de bois, mais elle a été faite dans des conditions, selon moi, extrêmement limites, mais malgré tout, vous voyez qu'il y a des résultats. Donc voilà, ça c'est mes remarques sur cette étude. Je ne savais pas si Julien pourrait être là ou pas, mais il a quelques obligations familiales. Voilà, donc vous vous rendez compte que même dans des conditions qui sont, sur le plan de la méthodologie homéopathique, complètement désastreuses, on voit largement que les résultats sont au rendez-vous. On a une autre étude sur le traitement des enfants qui sont atteints donc, de TDAH, donc vous savez, ce sont des enfants de troubles d'hyperactivité, qui est, à mon sens, une étude qui a été pas mal menée non plus. Et on se rend compte qu'avec des P qui sont très faibles, vous voyez le résultat, on a un très bon résultat de ce qui concerne l'homéopathie. Alors on a des critères bien sûr pour juger de l'amélioration. Chacun des critères d'ailleurs pourrait être parfaitement critiqué, ça s'appelle de la science, on n'a rien contre cela. Après 14 semaines de traitement, les parents observent une amélioration d'environ 40% chez leurs enfants diagnostiqués TDAH en faveur du traitement homéopathique, et ce tant au niveau du comportement que de l'impulsivité, l'hyperactivité, l'attention, les capacités d'entraînement, le tout avec une p-value inférieure donc au millième. Eh bien, là aussi, on est navré de vous dire que ça fonctionne, et si je n'étais dans ma carrière arrivé qu'à améliorer 40% des enfants agités, je pense que je commencerais à songer à mettre la clé sous le paillasson. Là encore, je ne sais pas comment ça a été prescrit, mais enfin, on est arrivé largement à montrer un effet, Dieu sait. Il faut que vous compreniez que l'avantage de l'ancienne médecine, c'est que, ma foi, vu que vous prescrivez un médicament toxique, cette toxicité va être avérée chez tout le monde. En d'autres termes, tous les patients ont plus ou moins quand même des rouages communs, heureusement, pour permettre à la drogue d'interférer dans ces rouages. La question ici avec l'homéopathie, c'est qu'il va falloir trouver le médicament qui est accordé au cas. C'est un autre problème qui met en jeu une nouvelle dimension pour la médecine classique, c'est celle de la compétence du praticien. Et bien sûr, la compétence du praticien, on ne peut pas mesurer celle de quelqu'un qui a 30 ans de boutique et de celle qui commence sa première année à Planète Homéo. Mais c'est à cause de cela qu'il peut y avoir aussi des divergences, et des divergences notables, bien sûr. Ce qui est frappant quand vous irez voir ma correction sur le cas clinique de l'entorse sur le site. Alors, dans ce cas-là, vous voyez qu'on est très ennuyé, parce que si les sceptiques rejettent ces simples études comme étant invalides, à ce moment-là, il va falloir rejeter la quasi-totalité des études qui existent, puisque tout ce qu'on a fait comme RCT dans tous les domaines, que ce soit psychologie, agronomie, sciences environnementales, l'écologie, tout ça devrait être passé à la poubelle. Donc il ne faut pas non plus qu'il puisse y avoir deux poids et deux mesures en disant que la méthodologie ici est fausse et invalide l'homéopathie, et quelle est au contraire la méthodologie qui est vraie et valide les autres disciplines. Donc vous voyez que ça pue vraiment, parce que dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte là encore qu'on n'est pas dans du scepticisme, on est dans une démarche de manipulation. Alors, on a aussi, pour ne pas trop vous fatiguer le cerveau quand même, on a aussi un autre seuil de preuve et une autre démarche qui consiste à faire des analyses combinées de plusieurs résultats. C'est ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on va faire des statistiques sur des études qui ont eu lieu chacune sur un point donné. Alors, la preuve étant niveau 1 pour les méta-analyses et de niveau 2 seulement pour les RCT. Là encore, ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont tout ça vous est présenté, et surtout de quelle manière c'est présenté aux étudiants en médecine à qui on arrache le sens commun, à qui on arrache le droit de se faire une opinion personnelle, à qui on enlève le droit simplement de réfléchir et d'avoir un esprit critique. C'est tout à fait navrant. Alors je ne sais pas si c'est nous qui avions un virus, mais on avait l'habitude à peu près de tout contester. Quand je suis allé, il y a quelques années, ça va bien faire 15 ans, je n'ai pas foutu les pieds dans une fac, mais quand je voyais tous ces jeunes très appliqués dans la bibliothèque, je me suis dit qu'on avait changé de génération. Donc, on va
là encore, passer sur ces assumptions arrogantes de ces messieurs qui nous expliquent que sans méta-analyse, il n'y a pas de science. Et on va quand même, là encore, regarder un petit peu tout ce que ça donne en ce qui concerne ce que je me suis permis avec Julien d'appeler l'homéopathie individualisée. Ça veut dire, en d'autres termes, que vous ne pouvez pas prescrire un médicament pour une pathologie. Alors pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? C'est simple, c'est que quand vous allez prescrire pour une pathologie, vous allez d'abord faire le diagnostic de la pathologie. Le diagnostic de la pathologie, c'est un ensemble de signes et de symptômes suffisants pour vous poser un diagnostic. On va prendre un exemple tout bête, on va dire l'angine. Vous avez de la fièvre, vous avez un état général et vous avez l'inflammation locale de la gorge, avec des symptômes qui sont douleur à la déglutition, dysphagie, etc. OK? Et après, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on peut prescrire quelque chose? C'est ce que la médecine s'efforce de faire parce qu'elle a toujours voulu faire des généralités. Et c'est pour ça que depuis 100 ans, elle s'est accoquinée avec l'industrie. Parce que l'industrie propose une solution généraliste. L'idée, c'est j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je prends? En réalité, dès que vous regardez tous les tableaux différents, vous allez vous rendre compte avec étonnement qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité deux angines semblables. Certaines démarrent à telle heure, d'autres à telle autre. Certaines affectent un côté, d'autres l'autre. Certaines sont soulagées en buvant chaud, d'autres en buvant froid. Certaines vont avoir une sensation particulière de brûlure, d'arrachement, de piqûre, de pics plantés. Certaines vont avoir la douleur qui irradie jusqu'à l'oreille. Enfin, on peut démultiplier, j'allais dire, à l'infini. C'est à cause de ces symptômes particuliers qu'on va avoir besoin de chercher un médicament qui ait une similitude avec ces symptômes particuliers. Parce que les symptômes qui ne suffisent qu'à diagnostiquer la maladie ne suffisent pas à choisir le médicament qui va correspondre à la physiologie particulière de ce patient malade. Donc dès lors, vous comprenez qu'on ne peut pas scientifiquement donner un médicament homéopathique pour une maladie donnée. Donc c'est pour ça, là encore, que quand on a des gens qui nous demandent « donnez-moi quelque chose pour mes bronches, donnez-moi quelque chose pour mon asthme, donnez-moi quelque chose pour la sinusite », c'est fatigant, mais ça n'a aucun sens comme question. Alors, on a l'étude de chez Maty et consorts ici, donc une étude placebo, etc., revue systématique, vous avez la référence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des études qui semblent avec une démarche scientifique, c'est-à-dire que c'est le doute scientifique, et je préfère 1 milliard de fois le terme doute à celui de sceptique. Sceptique, vous voyez que c'est l'histoire de saint Thomas qui fout son doigt dans la plaie du Messie. Même quand on lui fout la preuve sous le doigt, il n'arrive toujours pas à croire. Et là, il y a un processus de blocage, il y a un processus qui fait que même avec la preuve des preuves, vous n'arrivez pas à passer à l'état de croyant, j'allais dire. Mais ici, c'est un problème semblable, c'est que je suis certainement pas prêt une seule minute à admettre pour argent comptant ce que mon interlocuteur va me dire, mais par contre, ce que je sais, c'est que je vais l'accueillir et je vais me donner la peine de vérifier si c'est crédible ou pas et d'aller plus loin le cas échéant. Là aussi, vous comprenez, quand vous êtes agressé continuellement par ces gens qui, avec leur arrogance, avec leur suffisance, arrivent et vous invectivent, on peut difficilement entamer le moindre dialogue. Il ne s'agit plus du tout de démarche scientifique, mais il s'agit bel et bien de bagarres que ces gens viennent susciter. Donc ici, vous vous rendez compte que on a quelque chose de très intéressant, c'est suivant le nombre d'études qu'on veut garder dans la méta-analyse ou qu'on peut enlever. Ça dépend de ce que vous voulez déshabiller progressivement. Ça veut dire que, d'une manière générale, on a quelque chose qui est largement supérieur à 1. Vous avez 1,53, 1,60, etc. Et c'est très rigolo de voir qu'à cet égard, malgré toutes mes préventions contre les statistiques, vous voyez que lorsque on prend toutes les études en vrac, on arrive déjà à quelque chose de significatif. C'est-à-dire que le signal est brouillé, on est à 1,53, mais quand même, il y a quelque chose de significatif, et la moyenne étant bien sûr entre 1,22 et 1,91. Quand vous commencez à enlever des études par le fait qu'elles ne correspondent pas, celle-ci a un critère de fiabilité, celle-ci on peut espérer un critère de bonne prescription, etc. Jusqu'à ce qu'à l'autre bout on prenne que les études qu'on estime vraiment fiables, eh bien on arrive à un résultat de 1,98. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose dans cette étude qui est remarquable et qui est profondément honnête.
on va voir dans un instant que justement la démarche malhonnête, c'est celle qui consiste vraiment à détourner la science, qui est un outil pour la recherche de la vérité, pour la transformer, cette démarche, en propagande et mensonge. Et ça, c'est un crime qui, j'espère, un jour sera punissable. Tout ce qui nous intéresse, nous, homéopathes, c'est qu'on puisse faire toujours plus d'études et qu'elles soient faites dans de bonnes conditions. Mais pour cela, il va falloir trouver des gens qui ont beaucoup d'argent. Je le dis comme je le pense, les laboratoires homéopathiques n'ont pas beaucoup d'argent, et encore moins si on compare avec les fortunes représentées par les grands laboratoires allopathiques. Dans ces conditions, c'est toujours très difficile de pouvoir financer des études. Donc ici aussi, vous voyez comme c'est une manœuvre, je dirais, assez perverse de retourner les choses. On demande qu'à faire des études, puisqu'on n'a rien à avoir peur des RCT. Mais il faut qu'on ait suffisamment de financement et surtout de gens compétents pour faire les dites études. Donc vous voyez, on n'a vraiment aucune raison de redouter les preuves puisqu'elles existent et qu'elles sont largement documentées, et on est exactement au même niveau de preuve qu'un médecin allopathe ou un médecin homéopathe. Ça ne nous dérange pas une minute. Et donc ici, vous voyez qu'il devient absolument impossible, déjà au stade où nous en sommes, d'affirmer que la véritable homéopathie n'est qu'un effet placebo. Donc vous voyez que quand les gens vous sortent ça comme une vérité établie, comme la Terre est plate, pardon, comme elle est ronde, eh bien, il va falloir les faire taire, ces messieurs. Vous allez me dire, et à juste titre, mais, il y a d'autres méta-analyses qui affirment le contraire. On arrive aussi à un niveau de discussion qui n'est pas inintéressant, c'est celui, là encore, de notre pauvre saint Thomas. Jusqu'à quel point vous devez accepter ou refuser des preuves? Quelle est la valeur de la preuve? C'est tout le problème de la recherche de la vérité. En d'autres termes, pragmatiquement, ça veut dire que celui qui désire progresser va être obligé de faire cette démarche de vérité et de s'investir personnellement. C'est pour ça aussi que, dans la mesure où on peut toujours sortir des études, l'étude en elle-même est un outil, et la personne qui la manie va la manier avec la manière dont son esprit est dirigé. S'il prend les études pour dire « je vais démontrer que l'homéopathie ne fonctionne pas », il va pouvoir démontrer que l'homéopathie ne fonctionne pas. S'il manipule les études en disant « ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'homéopathie, je vais faire des études », c'est comme ça normalement qu'on devient homéopathe. Parce qu'on s'est donné la peine de se poser des questions et d'apprendre. Tous ces messieurs qui sont sceptiques, je les accueille, venez, apprenez l'homéopathie, testez vous-même et jugez-la, aucun problème. On verra combien d'entre vous seront convaincus ou pas. Il faut se laisser 6 mois de travail, et ensuite vous jugerez. Vous êtes les bienvenus, aucun problème. Donc les deux études qui sont mises en avant sont la célèbre étude de M. Chang et confrères, qui est parue à l'époque en 2005 dans le Lancet, et qui démontrait qu'il n'y avait pas de résultat avec l'étude. Et la deuxième, c'est la fameuse étude australienne, etc. Alors vous remarquerez, soit dit en passant, qu'on ne parle que de ces études-là, et que, curieusement, on ne parle pas de l'étude financée par le gouvernement suisse, et qui a montré que non seulement l'homéopathie fonctionne, mais qu'il convient absolument de l'intégrer dans la panoplie de soins proposés aux citoyens helvétiques. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu bizarre tout ce sujet-là. Alors si on regarde Chang, le premier, eh bien là encore, on a ce problème de mélanger, sciemment ou pas, je ne sais pas. Personnellement, je serais chargé d'étudier quelque chose, je me donnerais la peine peut-être de savoir de quoi je vais parler. Donc si vous voulez parler d'homéopathie, il serait peut-être pas inutile de se pencher sur la question de quelles sont les distorsions de l'homéopathie et qu'est-ce qu'on doit appeler homéopathie. Ce qu'on doit appeler homéopathie, c'est quand vous le reconnaissez, l'homéopathe, parce qu'il va au chevet d'un type qui a le choléra, il le soigne, et il le guérit, ou d'une pneumopathie. D'accord ? Eh bien donc l'homéopathie telle qu'il peut s'appeler l'homéopathie individualisée n'a pas du tout les mêmes résultats que ce que nous appelons la granulothérapie. Donc ça, premier pas élémentaire en matière de science, ne pas mélanger peut-être des prunes et des poires. Ensuite, pour ce qui concerne les études, ces messieurs ont été démasqués largement parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle en américain du cherry picking. Ça veut dire que, vous savez, quand vous choisissez vos cerises sur votre étalage, eh bien, en d'autres mots, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné de manière non aléatoire
les études pour que les résultats finaux aillent dans le sens de leurs hypothèses initiales. Osez-vous appeler ça de la science, mesdames et messieurs? Alors pourquoi? C'est que leur analyse ne résiste pas à ce qu'on appelle l'analyse de sensibilité. Ça veut dire que si on enlève juste une seule étude dans leur méta-analyse, le résultat, immédiatement, s'inverse. C'est-à-dire que l'homéopathie est meilleure que le placebo. Donc les études qui ont été sélectionnées ont été un sous-ensemble de 8 études sur un pool de 105 publications initiales. Ce qui est très amusant, là encore, c'est que ces messieurs qui sont publiés dans le Lancet n'ont jamais justifié une seule minute pourquoi ils avaient choisi ces 8 études et pas les études restantes. Alors, là encore, ce qui est très intéressant, c'est que l'étude, elle doit répondre à des critères objectifs de sélection. Et bien justement, personne n'a pu reproduire leur étude parce que le critère objectif de sélection n'existe pas. Donc ici, vraiment, ça s'appelle de la mauvaise science, et là encore, ça s'appelle de la manipulation déguisée en science. J'aimerais bien savoir personnellement combien Chang a touché, et ça serait très intéressant de savoir combien Chang a touché, de la part de qui. Ça fait partie des choses qui, vraiment, qui, pour moi, m'intéresseraient de connaître. Donc, bien sûr, c'est assez rigolo de voir que l'étude elle-même, quand on voit qu'elle est trafiquée et quand on la détrafique, elle montre largement que l'homéopathie fonctionne et qu'elle est très différente de l'effet du placebo. Donc, vous voyez que si on parlait de science, parlons réellement de science. Alors, il y a un médecin qui n'est pas homéopathe, mais qui est un type qui respecte la norme scientifique, qui s'appelle Han, comme Hanuman, j'imagine, il y a peut-être quelque chose de commun. Il dit ceci: les interprétations de Chang et collègues sont fausses. On ne peut pas interpréter leur funnel plot comme base pour évaluer l'effet des traitements lorsqu'on mélange plusieurs conditions cliniques. Ce sont des termes techniques. En gros, tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est qu'ils ont mélangé allègrement ce qui leur plaisait de mélanger pour arriver à secouer jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat qu'ils se proposaient d'obtenir. Voilà, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont donc des chercheurs indépendants et non partisans de l'homéopathie qui montrent largement que cette étude de M. Chang et confrères est vraiment une honte pour la science. Et vous pouvez mettre les statistiques que vous voudrez. Si l'intention derrière est malveillante, eh bien le résultat sera celui de cette malveillance. Donc, cette étude, qui est démontée en 2 coups de cuir à peau, c'est le fer de lance de nos chers zététiciens et compagnie. Alors, on leur retire leur fer de lance. Il va leur rester plus que des allumettes pour pouvoir faire joujou. On a aussi quelques analyses à recommander. Je vous prie de prendre note de toutes ces études qui ont été publiées depuis en réaction à la fameuse étude de Chang, qui a été depuis largement débunkée, pour prendre le vocabulaire de ces messieurs. Ça, vous pourrez aussi le photographier. Voilà, ce qui est très ennuyeux ici, c'est que vous ne pouvez pas vous instaurer en grand défenseur de la science et en être les premiers à violenter les principes élémentaires de la science. Et pour ma part, du coup, et cette opinion n'engage que moi, mais enfin je pense que toute personne qui veut se donner la peine de penser pensera comme moi, c'est que si vous avez cette attitude, il n'y a que 2 possibilités. Soit vous êtes con, soit vous êtes vous-même dans le bain et que vous avez un intérêt à faire cela. Et là encore, ce sera très intéressant de voir quels sont les conflits d'intérêts de tous ces messieurs, qui les financent, comment se fait-il que, par exemple, dans ce qui nous concerne, 124 inconnus puissent se retrouver médiatisés sur la planète entière. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment on peut arriver à ce résultat et de faire de l'anti-science un moyen de propagande. Et vous vous rendez compte aussi que la responsabilité qu'endossent ces personnes, ceux qui sont cons, comme je l'ai dit, sont pardonnables. Ma foi, on a tous été cons. Moi aussi, le premier, j'ai cru que les vaccins protégeaient les enfants. On peut changer, mais quand on est profondément malhonnête et que ce qu'on a répandu comme message n'a eu pour résultat que de prolonger les souffrances des malades et éventuellement de rendre toujours plus incurable leur cas, là, il y a quelque chose, en tout cas, que moi, je ne pourrais pas pardonner. Je n'arrive pas encore à être très chrétien.
Et donc, au total, vous voyez que toutes ces histoires, toutes ces fausses croyances, etc., à l'idée de nous sortir la soi-disant preuve scientifique qui démontre l'homéopathie est un placebo, eh bien, c'est l'arroseur arrosé. Vous voyez que dès qu'on démontre que ces études sont malheureusement fausses et trafiquées, il n'y a plus rien. C'est navrant. Pour le rapport australien, c'est vraiment de la même veine, je ne vais pas encore me fatiguer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une plainte qui est posée. D'une part, on demande au gouvernement australien de sortir la première version de l'étude qui montrait l'efficacité de l'homéopathie. Deuxièmement, on exige de savoir comment ces messieurs se sont appliqués à eux-mêmes des critères de sélection des études qu'ils ne se sont jamais appliqués à eux-mêmes, pour arriver en d'autres termes à ne retenir que les études qui les arrangeaient pour aller dans le sens qu'ils voulaient. Donc en fait, c'est juste du champ bis dans le rapport australien. Alors on pourrait encore étendre tout ça, vous allez finir par trouver ça gavant et vous aurez raison. L'image du Titanic me convient pour moi très très bien. Pourquoi l'image du Titanic? C'est parce que le bateau était prouvé scientifiquement insubmersible. En d'autres termes, il y avait un mec qui avait beaucoup d'argent, qui avait dit vous, monsieur le scientifique, vous avez montré que le bateau ne peut pas couler. Effectivement, suivant les critères qu'on peut appliquer, les petits repères dans lesquels on veut évoluer, le bateau ne pouvait peut-être pas couler, sauf que il a coulé quand même parce qu'il y a eu des circonstances qui n'étaient pas prévues. Voilà, donc on est en train de découvrir tout un tas de détails sur les fameux boulons qui étaient des boulons qu'on ne pouvait pas rifter automatiquement en dessous de certaines certaines lignes du bateau, qui auraient cédé comme une fermeture éclair avec le choc initial, etc. Enfin, on en découvre tout le temps. Toujours est-il que le résultat est là. Vous vous retrouvez ici avec une science qui vous certifie l'innocuité de tel médicament ou qui vous certifie son efficacité, et vous voyez que le Titanic continue de couler. Ce qui est très grave pour moi, c'est que on est devant des groupes que je ne peux pas qualifier comme autrement que sectaires, au sens propre du terme, qui vont s'emparer de la science pour valider leurs croyances sectaires. Si vous allez sur le site de l'un de ces messieurs, j'ai été tout à fait effaré de voir qu'on publie sur sa page des gens qui désirent se faire débaptiser. C'est-à-dire qu'ils auraient été baptisés dans l'enfance et ceci est tellement à leurs yeux ignominieux qu'ils voudraient débaptiser. Et ça ne suffit pas d'être rayé du registre de je ne sais plus quelle paroisse, mais il faudrait qu'il y ait une procédure de débaptisation pour eux. Est-ce que vous vous rendez compte, on en arrive? J'ai quand même pas mal d'amis qui ont quitté la religion islamique et qui n'ont jamais eu besoin de se faire désislamiser, par exemple. Donc on arrive à quelque chose qui est très très troublant parce que ces gens-là, ils ont en commun de partager une haine viscérale du christianisme en même temps qu'ils utilisent la science pour valider leurs propres croyances sectaires, à savoir que demain, le progrès, le matérialisme, etc., etc. Eh bien, je pense que ces gens sont extrêmement dangereux. Ils sont d'autant plus dangereux que s'ils ont été réduits je dirais, la petite secte qui se réunit chez elle le samedi soir, ça ne me dérangerait pas. Le problème, c'est que ces gens sont visiblement financés et ont des puissants moyens. Et il va falloir lutter contre ces types-là, pied à pied, pour ne pas laisser justement la vérité scientifique recouverte du goudron de ces sectaires. C'est absolument intolérable. Et la chose que je crois utile de vous rappeler, à l'instar du Titanic, c'est qu'il ne peut plus y avoir de science là où les intérêts commerciaux commencent à rentrer en jeu. Donc vous voyez que le RTC, la méthode, est quand même fondamentalement inadaptée. On en a déjà parlé. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas, techniquement, soigner les types qui ont la même maladie avec le même médicament. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, on renonce à ce délire. Il ne peut pas y avoir une panacée pour une pathologie, puisque toutes les pathologies se manifestent avec des symptômes différents. Si vous osiez me dire que toutes les angines sont semblables, je serais le premier à vous dire, donnons le médicament qui doit exister contre cette angine. Mais le fait est qu'il n'y a jamais deux angines semblables, deux diarrhées semblables, deux gastro semblables, deux maux de tête semblables. Jamais. Et encore moins des symptômes et leurs concomitants. Donc tout ça, on en parlera dans une émission pour l'homéopathie. Vous voyez là encore que vous ne pouvez pas, ou très difficilement, traduire cette réalité clinique du papier, du patient, pour la transcrire sur du papier. Ça ne se fait pas, c'est très délicat. Cette réponse qui est binaire, ça marche pas,
quand on a étudié les types qui avaient des glaires dans la tranchée, c'est pas pour autant qu'on a vu que si leur pathologie allait mieux. On s'est juste contenté de voir si le Calium micromycome avait un effet sur les glaires. Pour moi, c'est de la mauvaise médecine. D'autre part aussi, vous voyez que je voulais souligner dans la première édition, mais je reviens là-dessus, c'est que l'effet de nocebo n'est jamais tenu en compte. Les gens qui savent qu'ils sont en train de faire un test, dès qu'ils sentent qu'il y a des brûlures d'estomac qui arrivent, dès qu'ils ont des troubles digestifs, ils savent qu'ils sont en train de tester le bon médicament. Donc le problème est qu'à mes yeux, il n'y a jamais réellement d'études contre un placebo. Parce que les gens ont pris l'habitude maintenant de chercher à détecter s'ils ont vraiment pris un médicament. Et ça, vous voyez que ça va fausser aussi beaucoup la réaction aux médicaments et donc la soi-disant objectivité recherchée. Là encore, dommage qu'on n'inclue pas une troisième cohorte qui serait celle de personnes qui n'auraient rien comme traitement tout au long de l'étude. Ce serait aussi certainement très informatif. Je ne reviens pas sur le fait que vous ne pouvez pas lisser des individus qui sont tous différents. Et le fait est que toute cette démarche, elle est celle d'une vision, là encore, extrêmement matérialiste, qui voudrait que finalement, basiquement, il n'y ait pas de grosse différence entre vous et un pot de levure qui sont en train de réagir avec de la flotte qu'on mettrait dedans. Voilà un petit peu déjà ce que je voulais vous dire et que vous compreniez pour cette conclusion ici, que cette vision de j'ai un point, je le démontre, etc., est typique d'une vision industrielle qui est définie par une succession d'étapes et donc bien sûr, pour ne pas le dire, des protocoles. Et donc on va essayer d'aller encore au-delà des RTC pour voir s'il n'y a pas de preuves supplémentaires pour vérifier si l'homéopathie pourrait être un placebo ou pas. Parce que pour qu'un placebo soit observable, déjà, il faut que l'organisme reçoive un traitement appliqué par quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce quelqu'un qui donne le traitement, qui va induire une réponse placebo chez la personne qui reçoit le traitement. Je n'ai pas pu ni avoir le temps, ni peut-être aller chercher en profondeur le fait de savoir si on pourrait encore parler d'effet placebo pour des guérisons qui n'impliquent ni l'administration d'une substance, ni la réalisation d'un acte thérapeutique. Ça serait intéressant de le savoir. Si vous avez certains parmi vous des réponses, je vous en prie, mettez-les sur le site. Deuxièmement, du coup, pour qu'il puisse y avoir un effet placebo, il faut aussi que l'organisme qui reçoit la substance en question soit réceptif aux signes, on va dire, directs et indirects de la part de la personne qui administre le traitement. En d'autres termes, si vous avez un grand gourou blanc ou si vous avez un pauvre petit rigolo qui dit non, moi je vais voir le professeur, vous avez vu tout ça à la faculté, c'est normal. À partir de là, on va un tout petit peu se transporter dans le milieu des mollusques. Voilà, et les plantes. C'est très ennuyeux parce qu'il va être très très difficile ici de parler d'effets placebo sur des mollusques et des plantes qui sont dépourvus de l'appareil cognitif pour savoir qu'on est en train de les traiter, ou alors il y a quand même une sacrée révolution, et qui sont aussi probablement pas très au courant qu'on est en train de les traiter. Et la révolution dans l'homéopathie va venir du traitement des plantes. Parce que là où les humains sont suffisamment stupides pour refuser le salut que l'homéopathie leur propose, eh bien, il y a heureusement encore beaucoup d'agriculteurs qui ont le bon sens de dire écoutez, moi je vais donner l'homéopathie. Et effectivement, c'est très simple à voir, sincèrement. Vous avez toute une région que vous arrosez ou que vous n'arrosez pas, et vous avez le résultat sous vos yeux. La difficulté dans l'homéopathie appliquée aux plantes, c'est que c'est un exercice subtil pour arriver à sélectionner correctement les médicaments. Là, j'ai un grand arbre qui allait mal dans mon jardin, et on a enfin trouvé l'indication de Thuya, et là, j'avoue que c'est assez stupéfiant, je suis très content. Mais il fallait trouver le médicament. Alors voici les revues, je fais rapidement. La maladie des pétoncles en aquaculture, et puis la maladie de la racine rouge. Alors, vu que ces deux études montrent que tant les plantes d'un côté et les mollusques de l'autre répondent à l'homéopathie, vous voyez que bien au-delà des RTC, on est très ennuyé de vous dire qu'il est absolument impossible que les résultats qu'on mesure, à moins qu'ils aient été sciemment faussés, puisqu'on a des gens qui font ça peut-être dans le camp des homéopathes, a-t-on les mêmes individus. Et donc, en tout cas, vous ne pouvez plus plaider l'effet placebo pour justifier que l'homéopathie a un effet. En plus, ce qui est troublant, et c'est cette dimension-là que je voudrais souligner, c'est que l'homéopathie transcende non seulement les espèces, ce qui est en soi déjà inouï, mais en plus
les règnes du vivant. C'est-à-dire qu'on applique ça aussi bien aux animaux inférieurs, aux mollusques, aux animaux évolués, les mammifères, et on applique ça aussi aux plantes. Donc vous n'avez nulle part, jamais entendu parler de quelque chose qui soit capable d'avoir un tel effet général sur tout ce qui est vivant. En d'autres termes, le simple fait de cette généralité de l'homéopathie vous démontre qu'avec l'homéopathie, on touche quelque chose qui vient directement dans les mécanismes intimes du vivant, et que ça correspond probablement à quelque chose que le vivant est programmé pour recevoir et réagir avec. En d'autres termes, comme je vous l'ai toujours dit, c'est la seule forme rationnelle de médecine. Voilà ce que j'avais à dire sur cette slide. Du coup, et c'est ce que nous écrit ici notre petit Julien, il dit ceci: la science est avant tout une entreprise de créativité, d'innovation, de découverte du monde. On est normalement dans une ambiance, je dirais, d'enfant. On part vers un émerveillement, ce qui est juste le contraire d'un zététicien qui va arriver avec ses menottes et ses brigades pour vous dire que lui seul a le droit de justifier si votre démarche est scientifique ou pas scientifique. Et donc vous voyez que grâce à l'homéopathie, vous avez un champ d'expérimentation absolument immense de tout ce qui est du monde vivant malade. Et ça va poser des tas de questions sur la nature de la maladie, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Quelque chose de possiblement universel, nous dit Julien, ce que les thérapeutes de tous les horizons cherchent depuis la nuit des temps, comment ne pas s'en émerveiller? Comment peut-on refuser d'en explorer les limites? Comment ne pas s'en donner les moyens? Pour revenir à nos sceptiques, si l'homéopathie était un placebo, comment expliquer qu'elle puisse avoir un effet observable et quantifiable sur les maladies des plantes en situation expérimentale et répliquée? Je sais que Julien lui-même, si tout se passe bien, est en train de réaliser une étude qui va faire beaucoup de bruit. Il faudrait au minimum, alors que les défendeurs de cette théorie nous expliquent que les résultats obtenus, comment ça se fait qu'une plante peut être sujette à un effet placebo. Ça aussi, on sera toujours intéressé d'avoir la réponse. Et oui, à travers ces quelques phrases que m'a écrit Julien, que je remercie encore une fois ici, voilà l'état d'esprit. Il a cette espèce d'état enfant, cette créativité, cette joie. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point vous n'avez jamais vu encore de zététiciens gays. Ces gens n'ont jamais eu cet état d'esprit. C'est tout à fait rigolo. Et cette imagination, c'est celle d'un Einstein qui s'imaginait à cheval sur un photon pour voir comment le monde serait perçu s'il était en train de voyager à la vitesse de la lumière. Ben voilà, un zététicien lui aurait dit « Monsieur, ce n'est pas une démarche scientifique de s'imaginer à cheval sur un photon ». Donc ici, vous voyez un petit peu la démarche d'un jeune de notre école avec celle de ces médiocres, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire qu'on est en face de gens qui n'ont jamais rien découvert, qui s'organisent en brigades de toutes les couleurs que vous pourrez désirer, le fascisme n'a pas de couleur visiblement, et qui sont là pour censurer, décréter ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Eh bien je vous le dis, cette situation est extrêmement grave parce qu'elle va conduire au tarissement de la science, parce que visiblement on n'a plus du tout intérêt à avoir une science innovante, on n'a plus du tout intérêt à développer notre imaginaire, et on reste prisonnier de nos tautologies, c'est-à-dire qu'on va chercher les réponses aux questions que nous formulons. La question elle-même donnant une idée de la réponse. Et je répète que ces gens doivent absolument être combattus. On ne pourra plus les laisser s'exprimer face à d'Éric Azaray. Pas de bol, messieurs, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai décidé de consacrer tout ce que je pourrais comme énergie à combattre les mensonges que vous diffusez sur notre compte. Ça, vous pourrez me trouver sur mon chemin tout le temps. Par conséquent, on a encore un cran plus loin dans la démonstration de Julien. C'est-à-dire que là, on peut encore montrer qu'il y a un effet d'homéopathie sans médicaments et sans thérapeute. Alors, vous allez être encore plus embêté que ça. Je vais vous ouvrir de nouveaux horizons. Il faut bien que vous sachiez que l'homéopathie n'a pas été tirée comme un lapin d'un chapeau par Hahnemann. L'homéopathie, il faut savoir que dans la nature, nous avons plein de cas de guérison purement homéopathiques, qui ne sont pas spontanés, et donc dans lesquels il n'y a pas d'administration de substance, et encore moins la réalisation d'un acte thérapeutique. Eh bien, si cette démonstration peut être vraie, ça veut dire que là encore, la notion simplement de penser au placebo est parfaitement indéfendable. Et bien sûr, tout cela est parfaitement observable et on va y arriver puisque c'est grâce à ces premières observations que Hahnemann a vu que la loi générale de similitude pour la prescription d'un médicament était largement confirmée. Regardez ce qu'il a vu. Voilà ce qu'il nous écrit, là c'est dans le paragraphe 46.
Hahnemann s'est payé le luxe, à son époque, de citer les grands auteurs allopathes de son époque qui avaient donc pas la moindre suspicion d'être favorables à l'homéopathie pour valider les observations. L'orchide, comme vous le savez, c'est l'inflammation du testicule. Souvent même considérable, est une complication fréquente de la variole. Et c'est pourquoi la variole a pu, comme Klein l'a observé, guérir par similitude une volumineuse tuméfaction indurée du testicule gauche résultant d'un traumatisme. Une grosseur analogue de cet organe fut également guérie par la variole. Qu'est-ce qu'on observe? Il n'y a aucune démarche thérapeutique. On n'a pas un mec qui s'est pointé pour dire « je vais guérir votre testicule gonflé chronique ». On n'a pas l'administration d'un médicament. Il s'agit simplement de quelqu'un qui a contracté une maladie et au décours de la maladie, on s'est rendu compte que le symptôme chronique que traînait cette personne a été guéri par la maladie. La variole s'accompagne parfois d'une sorte de dysenterie particulière et c'est ce qui explique pourquoi cette affection a guéri en tant que puissance morbide analogue, un cas de dysenterie comme le rapporte, etc. Qu'elles sont nombreuses dans la variole, les ophtalmies graves allant jusqu'à la cécité. Or, la vaccination a guéri complètement et définitivement une ophtalmie chronique dans un cas cité, etc. C'est-à-dire, là encore, on se rend compte que par similitude, la vaccination, à l'époque on inoculait le pus de la vache, eh bien, ça pouvait créer une inflammation, elle aussi, qui était une ophtalmie, qui guérissait une ophtalmie qui était chronique, encore dans un cas documenté allopathiquement. Continuons encore, la rougeole et la coqueluche, dans la fièvre et la toux qui les caractérisent, présentent beaucoup de ressemblances. Vous pourrez ici croire ce que déclare Hahnemann, ainsi que ce que votre médecin généraliste, j'espère, confirmera. Ainsi, Bosquillon constata dans une épidémie où régnait ensemble ces deux maladies que beaucoup d'enfants qui avaient déjà eu la rougeole furent exempts de la coqueluche. Tous en auraient été préservés pour toujours, si la coqueluche n'était pas une maladie en partie seulement semblable à la rougeole, c'est-à-dire si elle présentait aussi un exanthème, etc. Voilà pourquoi la rougeole ne put garantir de la coqueluche qu'un certain nombre d'enfants, et cela au cours de l'épidémie présente. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que ici encore, on va s'appuyer sur toute une collection d'observations à l'époque où encore les médecins observaient, c'est-à-dire que la science médicale n'était pas tributaire d'une industrie de masse qui allait déterminer ce qu'elle voulait comme résultat, et on a vu tout un tas de choses troublantes de la sorte. Dans les états mélancoliques, Hahnemann s'est rendu compte qu'on pourrait même faire des expérimentations. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que quand on a des gens qui sont dans un état qui frise avec la folie, où ces gens restent assis sur un siège à broyer du noir toute la journée, dans un état de profonde tristesse, on appelle ça de la mélancolie, il s'est dit qu'essayer de leur parler, on ne rentre pas dans leur monde. Et il s'est rendu compte, en faisant des expérimentations, il a fait toute une série de tests là-dessus, que si on paye un acteur pour mimer simplement un état de tristesse et qu'on le met à côté, eh bien les choses commencent à s'arranger, que la personne sort très rapidement de son mutisme parce qu'il est affecté par le fait qu'il y a une similitude de la souffrance de l'autre. Vous voyez jusqu'où ce principe est général de similitude. Vous vous rendez compte aussi de la créativité qu'il faut à des génies pour faire progresser la médecine. Ce n'est pas vraiment le carcan de nos empêcheurs de penser en rond. Les brûlures aussi. Quand vous avez un simple réflexe bêtement de vous mettre de l'eau froide sur votre brûlure, on va dire une brûlure simple au premier degré ou au deuxième degré que vous faites dans votre cuisine, tout ce que vous faites, c'est que vous aggravez encore les choses en mettant cette fois-ci un traumatisme froid pour essayer de contrer le traumatisme du chaud. Okay. Eh bien, notre grand Hering, lui, n'hésitait pas, il sortait de briquet, il se cramait le doigt et il vous montrait tout de suite l'effet du Cantaris pour montrer aux sceptiques que ça agit et que ça agit extrêmement vite. Il faut quand même, vous voyez, un peu le caractère de ceux qui ont fondé l'homéopathie. Eh bien, tout ça pour vous dire que si vous appliquez de la chaleur sur votre brûlure, au contraire, vous allez être surpris de voir que votre brûlure guérira mieux. Si vous avez pu vous brûler sur deux parties différentes, faites le test et faites-nous savoir ce qu'il en est. Enfin, les situations alors archi-courantes en médecine classique où personne ne veut voir qu'il y a un principe général, c'est assez tordant. Vous vous rendez compte que depuis qu'on a vacciné contre l'hépatite B, on s'est rendu compte que maintenant on a une flambée d'autres troubles de l'estomac. Quand je dis une flambée, c'est absolument astronomique. Il semblerait qu'un tiers des Américains désormais soient porteurs de ce qu'on appelle des NASH, c'est-à-dire des Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, ça veut dire une stéatose hépatique non alcoolique. En d'autres termes, ils ont un foie gras sans avoir picolé.
Alors, c'est assez troublant parce que on a des études maintenant qui montrent que, et là ici je cite le docteur Delorgeril dans son brillant site, allez voir quand même, lisez le site du docteur Delorgeril, eh bien il dit ceci, qu'il eût cru une consommation modérée d'alcool protégerait des NASH. Plusieurs études indépendantes le suggèrent, ce qui donne un certain crédit à cette hypothèse de travail. Alors bien sûr, la relation de causalité entre consommation d'alcool et réduction du risque n'a pas été formellement recherchée, donc on peut avoir un doute, mais cette étude que je vous cite de manière un petit peu distrayante, c'est pour vous dire qu'en effet, c'est là encore la grande loi qui se manifeste sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'une substance qui est capable de mimer l'état, de provoquer celui qu'on se propose de traiter, sera à même de le guérir. C'est de l'homéopathie niveau zéro, mais vous allez sans arrêt constater cela. Vous verrez aussi que l'aspirine, dans son tableau toxique, provoque des arthralgies très intenses, des douleurs des articulations, et en même temps qu'une fièvre élevée. Et vous allez voir que c'est marrant, ça fait aussi tomber la température. En d'autres termes, pour toutes ces raisons, le fait que ça transcende tous les règnes, que ça soit capable de soigner toutes les espèces, et le fait qu'on a ce principe général de similitude qui s'applique à toutes les situations, même celles où on n'a pas un thérapeute pour traiter, et encore moins un médicament à administrer, vous vous rendez compte qu'on est devant une loi qui est universelle. Donc, pour nous, homéopathes, le fait est que ces situations que je vous ai décrites sont des situations qui appellent une non-flexibilité, parce qu'on ne peut pas inoculer la rougeole pour traiter la coqueluche, on ne peut pas non plus infliger la variole pour soigner une orchite, mais ce sont des observations qui vont permettre ensuite de mettre en œuvre tout l'édifice homéopathique qui est défini dans l'organon, et c'est pour ça que je vous ai expliqué, c'est une méthode et pas juste un système. Voilà. Donc je crois qu'avec ça, si on peut encore oser nous dire soit il n'y a pas d'études, soit c'est un effet placebo, je pense sincèrement qu'il y a des claques qui se perdent, excusez mon côté un petit peu, comment j'allais dire, califal, comme on m'appelle ici. Donc, vous comprenez que généraliser l'échec d'un traitement homéopathique X dans une condition Y, en déclarant que le traitement X n'est pas efficace dans la condition Y, dire que ceci fonctionne comme une preuve que l'homéopathie ne fonctionne pas dans son ensemble, c'est absolument, évidemment, mésuser de la science à un degré inouï. Quand on teste un médicament chimique X pour traiter Y et que le RTC s'avère négatif, c'est-à-dire que le traitement n'est pas différent d'un placebo, on ne conclut pas dans la médecine classique que le traitement chimique ne vaut pas un pet de lapin et que donc il faille le jeter à la poubelle, n'est-ce pas? On va simplement dire que le traitement ici n'a pas d'effet, on va chercher une autre recherche. Quand un médicament X n'est pas différent d'un placebo pour traiter une condition Y, on continue les recherches avec d'autres médicaments homéopathiques et c'est comme ça que la science va avancer par échec et réussite. C'est comme ça que ça se passe, il faut avoir le courage de se tromper. Et là encore, on n'a jamais dit le contraire, tous les médicaments homéopathiques ne sont pas efficaces pour traiter l'ensemble des maladies, ça serait merveilleux. Donc vous voyez que vraiment, on se retrouve face à un véritable obscurantisme qui est en train de s'installer et qui est en train de scléroser et de complètement détruire l'édifice scientifique. Et ces chemises brunes réellement font peur. Je pense qu'il faut maintenant que les gens concernés, c'est-à-dire nous tous, on soit conscients de ce danger et qu'on commence à réfléchir aux moyens de museler ces personnes qui ont un pouvoir illimité de nuisance jusqu'à présent. Et vous voyez que faire ces faux raccourcis de logique, cette espèce de pseudo-logique, de pseudo-décoration scientifique, alors que tout cela, ce n'est que de la manipulation, c'est quelque chose qui rend tout cela vraiment répugnant. Donc, bien sûr, l'homéopathie individualisée, en conclusion, n'est pas un placebo, et tout le monde va pouvoir bénéficier de ses effets, pour peu qu'on ait un homéopathe compétent et un état curable. Et ici, ça va faire entrer en lice, je dirais, la compétence, comme je l'ai dit, du prescripteur, ce qui est parfois, effectivement, pas évident. Voilà, pour terminer ici, juste, je vous soulignerai en quelques minutes le problème de la médecine classique et même en fait de son absurdité dans sa démarche. C'est ça qui fait qu'on devient homéopathe. Et j'espère qu'on a quelques médecins qui nous écoutent aujourd'hui qui pourront quand même peut-être commencer à se poser des questions sur ce qu'on leur a enseigné et commencer à traverser juste l'autre côté de la rivière pour voir si nous qui avons fait cet effort, on a des raisons de dire les gars, venez, c'est vraiment sympa ici.
Le problème étant, je vous l'ai répété depuis le départ, dans la mesure où chaque personne a une physiologie qui est différente, elle va fabriquer une maladie qui est différente, il n'y aura jamais de maladie semblable, et donc on est obligé, à travers les maladies, de ne soigner que des malades qui sont tous malades d'une manière particulière. Cela ne veut pas dire qu'on ne soigne pas les maladies, mais ce que je veux dire, c'est que pour soigner les maladies, il faut soigner le malade qui présente sa forme caractéristique de maladie. L'autre point à comprendre, c'est que le morceau qu'on se propose de soigner, la partie malade, n'est que l'expression d'une totalité déréglée. Et c'est cette totalité qu'il faut prendre en compte. Quand vous avez la gorge, mais que vous vous rendez compte que cette femme, par exemple, qui vient vous consulter pour son angine, elle vous dit « Ah bah docteur, vous savez, moi je sais que je vais avoir mes règles parce que j'ai mon mal de gorge qui arrive. Où est la physiologie? Comment pouvez-vous expliquer cela? Personne n'a la moindre idée. Mais le fait est là, chaque fois que les règles vont arriver, cette femme a une angine. Pensez-vous logique, dans ces conditions, de traiter l'angine comme si c'était l'angine qui flottait dans le néant? On voit bien que l'apparition de l'angine, ici, correspond à un trouble particulier de tout l'être qui est déréglé. Et à partir de ça, le problème est que l'organe malade qu'on se propose de traiter, c'est une très dangereuse illusion. Parce que vous avez ici, là encore, le sens commun. Quand je regarde par la fenêtre et que je vois le soleil se coucher, il est très clair que c'est le soleil qui se couche et qu'il a fallu toute une démarche logique et de raisonnement pour comprendre que c'est la rotation terrestre qui me donne l'illusion que le soleil se couche. Et en réalité, le désordre qui s'exprime sur une épaule, sur une gorge, dans le cas de cette personne, ça va être en fait toute une canalisation, on va dire, dans la physiologie de cette personne qui va aboutir à cet instant précis à l'inflammation de la gorge. Et donc cette inflammation de la gorge, eh bien, ce n'est que l'un des aspects d'une totalité. Et nous, c'est ce qu'on fait quand on soigne la gorge. Eh bien, c'est comme si on regardait le doigt. Le patient nous montre une direction, et nous, en grand savant qu'on est, on va regarder le bout du doigt. Alors on a plein de spécialistes du bout du doigt, mais personne n'est capable de voir derrière le doigt que le patient est en train de nous présenter une direction particulière. Et ça s'appelle de la science, ça s'appelle de la médecine. Tout ça, bien sûr, en fonction de l'hérédité, de la nature du trouble chronique, mais bon, on ne va pas commencer à vous faire un cours d'homéopathie. Par conséquent, le fait est que si vous vous obstinez, comme le fait l'industrie, parce que ça l'arrange pour gagner son argent, à avoir une simple approche réductionniste, c'est un leurre, là encore. C'est vraiment croire qu'en coupant en petits morceaux, on va avoir, grâce aux petits morceaux, l'explication de la totalité. Eh bien non, ça ne marche plus. La preuve, quand vous dites dépression, on ne dit plus de dépression, maintenant c'est une perturbation de neurotransmetteurs. Très bien, mais après, c'est comme si vous étiez en train de m'expliquer que si je marche, c'est parce que j'ai 2 pieds. Pourquoi vos neurotransmetteurs sont-ils en train de défaillir? Personne n'a la moindre explication. En d'autres termes, l'explication du neurotransmetteur n'est qu'une manière pour l'industrie de vous fourguer des traitements qui vont traiter les neurotransmetteurs. Et ça s'appelle de la médecine. C'est navrant de voir que la vie des gens, elle va être confiée à des gens qui sont non seulement des crapules qui font de l'argent, mais en plus des simples théories qui sont abandonnées du jour au lendemain, alors que la même personne qui vous vendait sa théorie et qui traitait de minable ou de dangereux taré toute personne qui ne pensait pas comme lui, eh bien, on aura totalement oublié ça le jour où il va vous vendre une nouvelle théorie encore meilleure. C'est ce qu'on appelle le progrès. Voilà. Et donc, vous voyez, le problème est qu'on se rend compte que tout cela, ça ressemble à une sorte de kaléidoscope. C'est le terme qu'employait Kent il y a 100 ans. Et c'est le même kaléidoscope qui fait que vous avez ces images qui tournoient, qui sont fascinantes. On a toujours des nouvelles théories, de nouveaux consensus. Et puis à la sortie, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le niveau de santé de l'humanité ne cesse de se dégrader. Et les gens sont toujours plus malades et encore plus condamnés à bouffer encore plus de drogue, lesquelles à leur tour vont créer de nouvelles pathologies, etc. Sans parler de la pollution générée dans l'environnement, parce que tout ça, vous le pissez sur la planète, bien sûr. Et donc, l'homéopathie, c'est donc aussi comprendre qu'on ne peut pas guérir les gens autrement qu'en faisant appel au vitalisme et en comprenant qu'il y a quelque chose qui existe avant les organes, qui est perturbé pour justifier l'apparition des symptômes sur les organes. Mais ici, je m'éloigne un petit peu, on verra dans une autre émission. Par conséquent, le problème, c'est que la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui reste un édifice qui est purement matérialiste et qui est soutenu par cette secte de matérialistes, ne pourra pas jamais faire mieux qu'au mieux de la palliation. Là encore, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. J'ai toujours dit et je maintiens que dans les situations critiques, urgentes, où l'organisme ne peut plus avoir le cœur qui pompe, où on n'a plus de sang, où tout est fracturé, on a des techniques merveilleuses de réanimation.
Mais continuer à traiter les gens de la sorte n'a faire qu'empirer la maladie parce que vous jonglez avec un bout que vous comptez bricoler, avec la naïveté de croire que votre action s'arrête au bout que vous bricolez. Et c'est tout l'organisme qui réagit comme une totalité qu'il est. Plus vous faites cela, plus vous favorisez l'évolution inexorable de la pathologie chronique vers l'intérieur, vers des plans qui normalement ne devraient jamais être affectés. Donc on aura toujours sur le plan émotionnel plus de troubles de l'humeur, toujours plus de dépression, toujours plus de suicides, jusqu'à ce qu'on ait ces états qui finissent d'être occupés par la maladie et qu'on arrive aux troubles mentaux toujours plus graves, la folie, la démence, etc. C'est malheureusement lamentable. Voilà. Et donc, le problème est que tant que cette médecine continuera d'être matérialiste, elle va rester absolument omnibilée par le symptôme qu'elle élimine de tout le reste, et c'est ce symptôme isolé artificiellement qu'on voudra détruire. Eh bien, il va falloir encore changer de manière de voir le malade et prendre une attitude réellement scientifique pour voir que c'est bien le patient qu'il va falloir étudier et pas l'une des fractions du patient. En d'autres termes, le progrès en médecine, c'est quand le patient ne sera plus un objet de soin, mais un sujet de soin. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vous voyez que ma petite plante dans le béton, c'est un symbole qui vaut ce qu'il vaut. On essaye de tenir la route. Nous n'avons aucun moyen, sinon celui de notre bonne foi, et celui, je dirais, de notre esprit d'enfant qui nous anime, parce qu'une fois que vous avez découvert la vérité, c'est comme si vous veniez de déterrer un trésor, et tout ce qui vous intéresse, c'est de faire connaître cela à tous et de le partager. Et c'est ça qui fait qu'on devient homéopathe. Dans une prochaine émission, je vous parlerai directement de l'homéopathie, que j'arriverai, je l'espère, à vous présenter à peu près en 1 heure. Je ferai ça dans le mois de septembre. Merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute. Et puis, bombardez les questions sur le site. On essaiera d'y répondre, et quelques-uns sous la même plume. À bientôt tous. Merci.